Depuis le début du conflit russo-ukrainien, l'Ukraine est devenue un terrain d'expérimentation pour les nouvelles technologies militaires. Avec l'intervention massive de l'aide occidentale et l'innovation locale, ce champ de bataille s'est transformé en laboratoire pour tester des drones, des systèmes de défense antiaériens et des tactiques de guerre numérique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on te propose de découvrir les armes qui ont été testées dans le conflit russo-ukrainien. Prêt ? Alors, c'est parti! Pour mieux comprendre, il faut d'abord se pencher sur l'histoire du conflit russo-ukrainien. Remontons un peu dans le temps. Lorsque l'Union soviétique s'effondre en 1991, l'Ukraine devient indépendante, mettant fin à plusieurs siècles de domination russe. Bien que souveraine, l'Ukraine reste liée à la Russie par des liens culturels, économiques et politiques. La Russie conserve notamment une grande influence, particulièrement dans les régions de l'Est de l'Ukraine et en Crimée, où se trouve une majorité de russophones. Le tournant de 2014 est essentiel pour comprendre le conflit actuel. En février 2014, après des mois de manifestations pro-européennes connues sous le nom de révolution de Maïdan, le président ukrainien pro-russe Viktor Yanukovych est destitué. Peu après, la Russie annexe la Crimée, un territoire stratégique crucial pour ses bases navales en mer Noire, et soutient les séparatistes dans les régions ukrainiennes de Donetsk et Louhansk dans le Donbass. Cette intervention entraîne une première guerre dans l'est de l'Ukraine sans que le conflit ne soit résolu. Puis, en février 2022, après plusieurs mois de tensions et de déploiement de troupes près des frontières ukrainiennes, la Russie lance une invasion militaire massive, en prétendant vouloir démilitariser et dénazifier l'Ukraine. L'objectif initial semble être de renverser le gouvernement ukrainien, mais la résistance déjoue les plans russes, entraînant un conflit prolongé. Il faut savoir que la Russie voit l'expansion de l'OTAN en Europe de l'Est, et notamment l'intérêt croissant de l'Ukraine pour un rapprochement avec l'Alliance, comme une menace directe à sa sécurité. Moscou considère que Kiev, si elle devient membre de l'OTAN, pourrait devenir une base avancée de l'Occident à ses frontières. De plus, le président russe, Vladimir Poutine, défend une vision dans laquelle l'Ukraine est historiquement et culturellement liée à la Russie. D'ailleurs, il a souvent décrit la perte de l'Ukraine comme une catastrophe géopolitique et considère son intégration dans les sphères d'influence occidentales comme inacceptable. En réponse à l'invasion, les pays occidentaux, l'Union européenne et d'autres partenaires mondiaux imposent des sanctions économiques à la Russie. Ces sanctions visent à affaiblir l'économie russe et à limiter ses capacités à financer la guerre. Elles comprennent des restrictions sur les exportations de pétrole et de gaz, le gel des avoirs de la Banque centrale russe et des sanctions contre des entreprises et des individus proches du pouvoir. De nombreux pays, particulièrement aux États-Unis et en Europe, fournissent également une aide militaire à l'Ukraine. Cela inclut des armes sophistiquées, des munitions et des systèmes de défense aérienne. Ces pays contribuent aussi à la reconstruction des infrastructures civiles et à l'accueil des millions de réfugiés ukrainiens. Le conflit russo-ukrainien a également provoqué une crise énergétique mondiale. L'Europe, qui dépendait fortement du gaz russe, a dû revoir sa stratégie énergétique, se tourner vers des sources alternatives et accélérer sa transition vers les énergies renouvelables. Cela a aussi poussé les prix de l'énergie à des niveaux records, augmentant la pression sur les ménages et les entreprises. La guerre en Ukraine a également renforcé les liens entre les États-Unis et l'Europe et stimulé l'unité au sein de l'OTAN. Les pays d'Europe de l'Est, particulièrement touchés par la menace russe, ont accru leur coopération militaire avec l'Alliance. Par ailleurs, la guerre a influencé d'autres pays, comme la Finlande et la Suède, qui ont demandé à rejoindre l'OTAN. Mais de quoi est composé l'arsenal des deux pays? Regardons ça rapidement. Avant le début de la guerre, la Russie alignait une force militaire active d'environ 1 320 000 soldats contre environ 900 000 soldats actifs pour l'Ukraine. Mais en septembre 2024, on apprend que pour la troisième fois depuis le début de la guerre, le Kremlin décrète une augmentation des effectifs de son armée. L'armée russe ambitionne ainsi de devenir la deuxième au monde.
Le secteur aéronautique russe est impressionnant, avec un total de 4255 avions, dont 809 chasseurs et 730 avions d'attaque. Par exemple, il y a le Su-57, qui est un chasseur furtif multirôle de 5e génération. Avec une vitesse maximale de Mach 2, il est conçu pour rivaliser avec les chasseurs furtifs américains tels que le F-22 Raptor et le F-35 Lightning II. L'Ukraine, de son côté, dispose de 321 avions, dont 72 chasseurs et 30 avions d'attaque. Dans le domaine des hélicoptères, la Russie possède 1547 hélicoptères, dont 559 hélicoptères d'attaque, ce qui lui donne une grande flexibilité pour les opérations de soutien au sol et les frappes précises. L'Ukraine, avec 130 hélicoptères, dont 33 hélicoptères d'attaque, doit se montrer plus stratégique dans l'utilisation de ses ressources limitées. Sur Terre, la Russie dispose d'une écrasante majorité de 14 777 chars et 161 382 véhicules blindés, contre 1777 chars et 22 110 véhicules blindés pour l'Ukraine. La marine russe est l'une des plus grandes du monde. D'ailleurs, elle possède des fameux SNLE, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Le pays en possède actuellement 14, dont 8 lancés entre 1982 et 1990. Ils sont conçus pour être indétectables et capables de lancer des missiles balistiques stratégiques à charge nucléaire depuis des silos verticaux en plongée. La classe Borei représente la dernière génération de sous-marins russes. Ils sont équipés de missiles balistiques intercontinentaux Bulava, capables de transporter plusieurs têtes nucléaires. Leur mission principale est d'assurer une capacité de seconde frappe en cas d'attaque nucléaire, garantissant ainsi la dissuasion nucléaire. Les sous-marins de la classe Borei mesurent environ 170 mètres de long et peuvent plonger à des profondeurs de plus de 400 mètres. Ils sont équipés de 16 missiles balistiques RSM-56 Bulava, chacun capable de transporter plusieurs têtes nucléaires indépendantes. En plus de leurs missiles balistiques, ces sous-marins sont également armés de torpilles pour leur défense rapprochée. En revanche, la marine ukrainienne est nettement plus petite, se concentrant principalement sur des patrouilleurs et des navires de soutien. Enfin, le budget de défense de la Russie s'élève à environ 109 milliards de dollars contre 42 milliards de dollars pour l'Ukraine. Elle compte donc sur l'aide financière et militaire significative fournie par ses partenaires occidentaux. Il y a notamment les États-Unis qui semblent déterminés à poursuivre leur effort de permettre à l'Ukraine de conserver un potentiel de résistance suffisant pour contraindre la Russie à la table des négociations. Ainsi, en avril 2024, un plan est approuvé par les États-Unis avec comme objectif de renforcer les capacités de défense ukrainiennes. Ainsi, 61 milliards de dollars seront débloqués pour fournir à l'Ukraine un éventail complet d'équipements de pointe, allant des systèmes de défense anti-aérienne aux munitions de précision en passant par les véhicules blindés. Chars, systèmes de défense anti-aérienne, munitions de précision ou encore drones de combat. Rien n'est laissé de côté pour combler les lacunes capacitaires de l'armée ukrainienne et lui donner les moyens de faire face à l'offensive russe. Mais cette aide ne se limitera pas à un simple transfert d'équipement. Un volet important prévoit également la formation intensive des forces ukrainiennes à l'utilisation de ces nouveaux systèmes d'armes. Cette aide substantielle vise à combler les lacunes capacitaires de l'armée ukrainienne et à lui donner les moyens de résister durablement à l'offensive russe. Mais au-delà de l'aspect purement militaire, cette initiative revêt également une dimension stratégique cruciale pour les États-Unis. En s'engageant aussi massivement aux côtés de l'Ukraine, Washington envoie un signal fort à Moscou, réaffirmant son soutien indéfectible à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Un nouveau tournant majeur est pris en novembre 2024 quand l'autorisation est donnée par Washington à Kiev d'utiliser des missiles à longue portée. Maintenant que tu comprends un peu mieux le conflit, regardons comment le champ de bataille est devenu un laboratoire technologique. Le conflit russo-ukrainien a particulièrement aidé à mettre en place les armes autonomes. Une arme autonome est un système qui utilise l'intelligence artificielle et des capteurs avancés pour accomplir des tâches qui nécessitaient auparavant des décisions humaines. C'est notamment le cas des drones.
Contrairement aux drones télécommandés, où un opérateur humain contrôle le tir, ces armes peuvent prendre des décisions critiques, comme l'ouverture du feu, de manière indépendante une fois déployées. En plus des drones, les armes autonomes peuvent inclure des robots terrestres, des systèmes maritimes et même des dispositifs cybernétiques. Mais dans le cas du conflit russo-ukrainien, ce sont surtout les drones. Avec leur capacité de reconnaissance et de frappe précise, ces engins ont montré la voie pour d'autres types d'automates, prouvant leur efficacité dans la collecte de renseignements et l'élimination de cibles ennemies. Les partisans des armes autonomes avancent plusieurs arguments en faveur de leur développement. Leur précision et leur rapidité, car les systèmes autonomes peuvent réagir plus rapidement qu'un humain, réduire les erreurs humaines et accroître la précision dans des environnements de combat complexes. De plus, en confiant certaines missions dangereuses aux machines, comme les opérations de reconnaissance ou les frappes dans des zones contestées, des vies humaines sont épargnées. Ces systèmes pourraient également permettre d'exécuter des opérations sur de vastes champs d'opération, avec un moindre besoin en personnel humain, ce qui augmenterait l'efficacité globale des armées modernes. Mais beaucoup mettent en avant les risques liés à ces armes. Une machine, aussi sophistiquée soit-elle, n'a pas la capacité de prendre en compte des critères éthiques ou contextuels complexes lors de la décision d'attaquer. Cela pose des problèmes en matière de proportionnalité, de distinction entre combattants et civils et d'autres principes fondamentaux du droit humanitaire. De plus, la délégation de la violence à des machines pourrait rendre les conflits plus faciles à initier, car comme tu l'as vu, les conséquences humaines directes sont minimisées. Cela pourrait également banaliser la violence. On peut aussi parler du fait que si une arme autonome commet une erreur, comme frapper une cible civile, la question de la responsabilité se pose. Qui est responsable? Le concepteur de l'arme ou l'État qui l'a déployée? Enfin, il y a aussi la crainte que ces technologies, une fois développées, se répandent rapidement dans le monde entier, y compris entre les mains de régimes autoritaires, de groupes armés non étatiques ou même de terroristes. Plusieurs organisations non gouvernementales, des chercheurs et même certains États ont donc appelé à une interdiction ou une régulation stricte des armes autonomes. La campagne contre les robots tueurs, Campaign to Stop Killer Robots en anglais, est l'une des organisations les plus actives dans ce domaine, plaidant pour un traité international interdisant les systèmes d'armes autonomes létales. L'ONU et certaines organisations internationales ont également initié des discussions sur l'impact des armes autonomes et la nécessité d'établir des règles claires. Toutefois, il n'existe actuellement aucun cadre légal international spécifique régissant l'utilisation des systèmes d'armes pleinement autonomes, bien que certaines lois sur la guerre, comme les conventions de Genève, imposent des limitations générales à leur utilisation. Ainsi, à l'heure actuelle, certaines nations, comme les États-Unis, la Russie, la Chine et Israël, investissent massivement dans le développement des armes autonomes, notamment pour améliorer leur capacité de défense et de dissuasion. Il faut savoir que 40% des brevets en matière d'intelligence artificielle sont détenus par la Chine, qui a déposé 30 000 brevets concernant l'IA en 2022, contre 17 000 pour les États-Unis. Il est donc clair que ces pays considèrent que ces technologies font partie intégrante de l'avenir des guerres modernes. Il faut savoir que la technologie a une place primordiale dans l'arsenal militaire ukrainien. Par exemple, le projet Brave One, qui est une initiative du gouvernement ukrainien visant à promouvoir la collaboration entre tous les acteurs de l'industrie de la technologie de défense. L'objectif est d'inciter les firmes ukrainiennes à doter le pays de nouvelles armes robotiques. Ainsi, une plateforme de coordination unifiée qui offre un soutien organisationnel, informationnel et financier pour les projets de technologie de défense en Ukraine a été mise en place. Grâce à cela, le pays a commencé la production en masse de robots. Par exemple, plus de 140 systèmes robotiques sont déjà enregistrés sur la plateforme, avec 96 ayant subi un examen rigoureux de la défense et 14 innovations répondant aux normes de l'OTAN. De plus de 50 systèmes ont été rigoureusement testés dans des conditions opérationnelles.
Ces essais ont englobé diverses fonctionnalités, y compris des plateformes kamikazes, des tourelles, des équipements pour détruire les positions russes, des capacités de pose et de déminage de mines, d'évacuation des blessés et de livraison de munitions à des positions stratégiques. Certains de ces robots, comme la tourelle Shabla, sont déjà opérationnels sur les lignes de front. Le projet Brave One est donc un parfait exemple de la manière dont l'Ukraine utilise l'innovation pour améliorer ses capacités de défense et minimiser les risques humains sur le champ de bataille, mais aussi de comment le pays utilise le conflit pour s'améliorer technologiquement parlant. En parlant plus précisément du champ de bataille comme laboratoire technologique, Laure de Roussy-Rochegonde, auteur du livre « La guerre à l'ère de l'intelligence artificielle, quand les machines prennent les armes » et chercheuse à l'Institut français des relations internationales, explique à Radio France. Pour se nourrir, l'intelligence artificielle a besoin de données. Et pour recueillir ces données, il faut expérimenter. C'est pour ça que l'Ukraine constitue une mine d'or pour l'industrie de défense. Elle ajoute « On a tout intérêt à les tester dans le plus de cadres différents, afin de capter le maximum de données opérationnelles permettant aux algorithmes de s'améliorer. » Et comme le gouvernement ukrainien le dit lui-même, le pays est une sorte de terrain d'entraînement à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Selon plusieurs médias, ces nouveaux outils sont utilisés pour pallier le manque de missiles. Mais les troupes ukrainiennes ne sont pas encore équipées d'armes autonomes et pas partout. Mais le ministre Mikhailo Fedorov assure que rien que pour les drones, une vingtaine d'entreprises ukrainiennes travaillent au développement de l'IA. Par exemple, le reporter au Figaro, Cyril Louis, s'est rendu avec des start-upers ukrainiens sur le champ de manœuvre des drones terrestres et aériens de la compagnie d'infanterie ukrainienne Gonor. Celui-ci se trouve à 20 km de Kiev. Par la suite, il expliquera que les ingénieurs ukrainiens ont imaginé équiper leurs drones d'un logiciel d'intelligence artificielle qui, lorsqu'il arrive à quelques mètres de sa cible, peut l'accrocher visuellement et la suivre, même si le signal avec l'opérateur s'interrompt. Cet engin fait partie du programme lancé en 2022, baptisé l'Armée des drones. Ce programme, en collaboration avec la plateforme de levée de fonds United 24 du gouvernement ukrainien, vise à renforcer les capacités de l'armée ukrainienne en matière de drones. L'objectif est d'acquérir, de réparer et de remplacer des drones, ainsi que de former des pilotes pour leur utilisation. Le projet a permis à l'Ukraine de se doter de centaines de ces engins utilisés pour la reconnaissance, la surveillance et les frappes de précision. Comme tu t'en doutes, ils jouent un rôle crucial sur le champ de bataille, permettant de surveiller constamment la ligne de front et d'identifier les positions ennemies. Ainsi, grâce à l'IA, les Ukrainiens confrontent les données recueillies à des algorithmes très modernes pour mieux exploiter les informations sur les positions russes. Ensuite, les drones ukrainiens vont identifier des cibles et même proposer une image artificielle pour recréer ce qui était invisible. Environ 200 entreprises, petites et grandes, participent désormais à la production de drones en Ukraine avec plus de 50 modèles uniques fabriqués localement. Par exemple, il existe désormais des drones qui se déplacent par essaim et qui restent en liaison permanente les uns avec les autres. En plus des drones, on peut aussi parler des robots. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, dans l'arsenal militaire ukrainien, on compte 3 types de robots. Le premier est le kamikaze, qui est composé de 4 roues et qui peut transporter des explosifs et poser des mines. Les 2 autres types de robots sont programmés pour transporter de l'équipement ou des personnes blessées. Mais revenons un instant sur le robot kamikaze ukrainien. En parlant de lui, en octobre 2023, Mikhailo Fedorov, le ministre ukrainien de la transition digitale, expliquait « Voici un robot kamikaze fabriqué en Ukraine qui fera bientôt trembler les Russes. Nommé Ratel S, il est présenté en 2023 et il a la particularité d'être à usage unique. Avec une autonomie de 2 heures et de fabrication nationale, il est capable de mettre hors de combat un char d'assaut. Il est doté de 4 roues motrices adaptées au tout-terrain et d'un corps ultra plat. Il a une vitesse de 24 km/h et 6 km de portée opérationnelle grâce à une caméra embarquée qui permet à son pilote de suivre au mieux sa trajectoire. Sa principale qualité est sa discrétion grâce à ses petites dimensions. En effet, il mesure moins de 60 cm de long et une vingtaine de haut. Il est donc assez bas pour passer sous certains véhicules et donc sous les chenilles des chars d'assaut russes.
Il faut savoir que malgré leur allure redoutable, les tanks sont à peu près aveugles à leur environnement direct, d'autant plus face à une menace aussi petite et rapide. En plus, leur blindage est généralement plus fin sous la caisse. De plus, le coût à l'unité ne dépasserait pas 2 à 3 000 $. Avec le Ratel S, le conflit en Ukraine nous montre que les pays se tournent de plus en plus vers une technologie à bas prix. Ainsi, des drones, comme le Predator américain, qui se montrent très coûteux, sont de plus en plus mis de côté pour des petits engins à bas prix et sacrifiables. Du côté de la Russie, depuis 2009, elle a investi de manière significative dans le développement de drones pour des fins militaires, les utilisant pour la reconnaissance, le ciblage, la guerre électronique et les frappes directes. Évidemment, la Russie reste très secrète sur sa façon de glisser l'intelligence artificielle dans ses engins. Mais on sait qu'en automne 2022, le pays a commencé à utiliser largement des munitions rôdeuses iraniennes, telles que les Shahed 136 et Shahed 131, et continue de dépendre fortement de celles-ci. Attention tout de même, ces drones sont télécommandés et non autonomes. La Russie a également commencé à développer des tactiques de drones en essaim et à créer un système de commandement et de contrôle efficace. Mais la Russie ne compte pas que sur les drones. On peut par exemple parler du mini-char robotisé nommé Courrière. Cet engin blindé n'a pas de pilote à bord et il peut soit être télécommandé, soit être autonome grâce à un système d'intelligence artificielle. Il a une longueur de 140 cm pour une largeur de 120 cm et il pèse environ 250 kg. Il est équipé d'un lance-grenade automatique AGS-17 ou AGS-30 et peut contenir jusqu'à 150 grenades. Il peut également déposer 8000 antichars TM62 et TM83. Enfin, l'engin est équipé d'une mitrailleuse 12.7 et d'une autre au calibre 7.62. Il est doté de moteurs électriques de 6 kW qui lui permettent d'atteindre une vitesse de 35 km/h avec ses chenilles. Son autonomie varie de 12 à 72 heures et il peut être contrôlé à distance dans un rayon de 3 à 10 km. En avril 2024, on découvre aussi le char Tortue. Recouvert de tôles ondulées, il se montre particulièrement efficace. Il a été repéré pour la première fois lors d'une attaque russe contre la ville de Krachno-Horivka dans la province de Donetsk à l'est de l'Ukraine. Selon le site web The War Zone, il est équipé d'un brouilleur contre les drones avec 8 antennes sur son toit. Celles-ci peuvent surveiller les environs à 360 degrés et donneraient au char une protection supplémentaire. Il devrait être utilisé pour mener des attaques blindées sur des positions ukrainiennes. On apprend en juillet 2024 que le pays utilise également des overboards comme robots kamikazes sur le front. Ainsi, selon le média New Scientist, plusieurs groupes bénévoles russes, dont certains sont affiliés à l'armée, ont lancé des appels aux dons d'overboard. Il faut savoir que ces appareils ont de nombreux avantages. En effet, les overboards peuvent généralement transporter jusqu'à 100 kg et rouler à 12 km/h avec une autonomie de 3 heures. L'objectif ici pour l'armée russe est de les transformer pour faire d'eux de véritables robots tout-terrain. Sur le champ de bataille, ils pourraient ainsi déployer des bombes fumigènes, déplacer des mines anti-chars et des fournitures, voire être utilisés comme des robots kamikazes. On ne peut pas non plus mettre de côté son coût particulièrement faible. Un overboard neuf peut facilement se trouver aux alentours de 150 €. Une somme ridicule comparée au prix des véhicules terrestres sans pilote à chenilles. Ces derniers, utilisés notamment par l'Ukraine, peuvent atteindre le prix de 1 million de dollars l'unité. Cependant, il n'y a pas que l'Ukraine et la Russie qui profitent de cette guerre pour améliorer leur technologie militaire. Regardons ça de plus près. Par exemple, la France ne livre pas à l'Ukraine des drones totalement autonomes, mais des drones de reconnaissance semi-autonomes, avec de l'IA embarquée, guidés à distance par l'homme. C'est une opportunité pour l'Hexagone, qui a d'ailleurs un attaché d'armement installé à Kiev. En effet, cela permet d'avoir un retour d'expérience, afin d'adapter les armements français à ce type de conflit. Parmi les Français présents en Ukraine, on peut citer Nexter, rebaptisé KNDS, qui a créé une filiale ukrainienne pour assurer la maintenance des armes et former des opérateurs pour ses drones armés anti-chars. KNDS est un géant européen de l'armement terrestre qui réunit des leaders franco-allemands dans la fabrication de chars de combat, notamment le Leclerc pour la France et le Léopard 2 pour l'Allemagne.
Un autre pays à ne pas oublier est bien sûr les États-Unis. Ils soutiennent le programme ukrainien, l'armée des drones, dont on te parlait juste avant. D'ailleurs, c'est la star américaine Mark Hamill qui incarne Luke Skywalker dans le film Star Wars qui l'a lancé. L'acteur a attiré tous les grands noms de l'industrie liée à l'intelligence artificielle de défense américaine, et même Boeing avec sa filiale Swarmer, qui se concentre sur le développement de drones autonomes et de systèmes d'essaim. Il y a aussi Anduril, qui est la filiale de Palantir, une entreprise technologique américaine spécialisée dans l'analyse de données massives et l'intelligence artificielle. Son PDG, Alex Karp, s'est déjà plusieurs fois félicité que les soldats ukrainiens utilisent son logiciel contre l'armée russe. D'ailleurs, en juin 2022, il s'est rendu en Ukraine pour rencontrer le président Volodymyr Zelensky. Il répondait à l'appel du ministre ukrainien de la transformation numérique, Mikhailo Fedorov, qui a invité les entreprises occidentales de la tech à venir tester leurs solutions sur les champs de bataille du pays. Pourtant, auparavant, Palantir était mal vue, car l'entreprise était associée à des pratiques de surveillance de masse qui avaient fait scandale, mais elle a redoré son blason en se présentant comme le sauveur des Ukrainiens. Pour cela, l'entreprise a proposé gratuitement ses services, avec comme réel objectif d'améliorer sa technique et de capter beaucoup de données. Microsoft, Amazon, Google et Starlink ont également travaillé à protéger l'Ukraine des cyberattaques russes, à migrer les données gouvernementales critiques vers le cloud et à maintenir le pays connecté, engageant des centaines de millions de dollars. On peut aussi parler de Clearview AI, spécialisé dans la reconnaissance faciale, qui a également fourni ses services et aidé Kiev à identifier 230 000 Russes ainsi que de présumés collaborateurs ukrainiens. Pourtant, l'entreprise est controversée pour plusieurs raisons. Premièrement, car Clearview AI a créé une base de données massive de plus de 3 milliards de photos en extrayant des images de médias sociaux et d'autres sources publiques sans le consentement des individus. Cela soulève donc des préoccupations éthiques et de la confidentialité. Elle a aussi été critiquée pour ne pas fournir suffisamment d'informations sur les agences qui utilisent son outil et sur les mesures de sécurité mises en place pour protéger les données. De plus, l'outil de reconnaissance faciale est utilisé par diverses agences de police pour identifier des suspects. Il faut savoir que cette IA a été critiquée pour ses taux d'erreur élevés, notamment lors de l'identification de femmes et de personnes de couleur. Ces erreurs peuvent conduire à des arrestations injustifiées et à des interrogatoires de personnes innocentes. D'ailleurs, plusieurs plaintes collectives ont été déposées contre Clearview AI et certaines villes et États aux États-Unis ont interdit son utilisation par les forces de l'ordre. Plusieurs autres pays soutiennent l'Ukraine en matière d'armement et de technologie dans le cadre du conflit avec la Russie. Il y a par exemple le Royaume-Uni, qui est l'un des principaux soutiens militaires de l'Ukraine après les États-Unis. Ainsi, Londres a fourni une aide significative en termes d'armes, d'équipements et de formation militaire. Parmi les équipements notables, on retrouve les missiles anti-chars NLAW et des systèmes de défense aérienne. Le pays participe également au développement de systèmes de guerre électronique et de drones pour soutenir les opérations ukrainiennes. L'Allemagne a de son côté progressivement intensifié son soutien à l'Ukraine malgré une réticence initiale. En plus des livraisons de chars et d'armements lourds, le pays a aussi fourni des drones de reconnaissance et des systèmes de radar, notamment avec les dronistes Quantum Systems. On peut aussi parler de la Pologne, qui est l'un des alliés les plus actifs de l'Ukraine. En tant que voisin direct, Varsovie a livré des véhicules blindés, des armes légères, des systèmes de défense aérienne et a également accueilli des formations pour les soldats ukrainiens. Elle a fourni des drones comme les Fly-Eye et Warmate. Bien sûr, la Turquie a elle aussi fait sensation avec ses drones Bayraktar TB2 qui ont été largement utilisés par l'Ukraine au début du conflit pour des missions de surveillance et d'attaque. Ces drones, relativement peu coûteux mais efficaces, ont apporté une capacité asymétrique importante aux forces ukrainiennes, permettant de cibler les blindés et l'artillerie russe. Enfin, il y a aussi le géant japonais du numérique, Rakuten, qui a annoncé son intention de s'installer en Ukraine. Fondée en 1997, l'entreprise est surtout connue pour sa plateforme de commerce en ligne. L'entreprise s'est diversifiée dans plusieurs secteurs, dont la fintech, les télécommunications et les médias. Comme tu as dû le comprendre, l'innovation numérique, comme l'intelligence artificielle et le cloud, est au cœur de sa stratégie de croissance.
Par ailleurs, de plus en plus de petites sociétés étrangères, axées notamment sur la robotique autonome, se sont installées à Kiev, dans une zone surnommée Mil Tech Valley, vallée de la tech militaire en français. La capitale ukrainienne est donc désormais the place to be. D'ailleurs, Deborah Ferlamb, cofondatrice du fonds dédié à l'investissement dans les startups ukrainiennes Green Flag Ventures, a déclaré que personne ne s'intéressera à un produit s'il n'est pas certifié qu'il a été testé en Ukraine. Cependant, de nouvelles tensions entre l'Ukraine et les entreprises étrangères ont vu le jour au sujet de la propriété des données collectées sur les champs de bataille du pays. Il est donc clair que l'Ukraine est plus qu'un simple champ de bataille, mais elle est devenue un symbole de l'avenir de la guerre technologique. Les innovations testées et mises en œuvre ici pourraient non seulement façonner la suite du conflit, mais aussi influencer les doctrines militaires mondiales. D'ailleurs, l'Ukraine n'est pas seule dans cette quête. Ce conflit attire également des acteurs internationaux, qu'il s'agisse de grandes entreprises ou de gouvernements, désireux de tester leur technologie et d'en tirer des enseignements.